Pierre, je voulais en savoir un petit peu plus sur toi. Quelles études as-tu réalisées et puis surtout, quel livre as-tu écrit? Oui, alors rapidement, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai passé 40 ans comme chercheur au CNRS en éthologie, c'est-à-dire en sciences du comportement animal, sur l'étude des oiseaux mammifères. Ma spécialité, c'était les animaux de l'Antarctique et les animaux de la forêt équatoriale, en particulier les singes. Et en Antarctique, c'était par exemple les albatros, les manchots, les éléphants de mer, les orques, les otaries, etc. Les animaux de la nature, j'ai étudié une vingtaine d'espèces. Et puis, maintenant que je suis à la retraite, je me suis spécialisé, j'avais déjà été intéressé par le loup, puisque j'avais élevé un loup il y a 40 ans, bientôt 50 ans de ça. Et puis là, je me suis vraiment spécialisé. Et puis, j'ai profité du temps que j'avais. J'ai fait une retraite active et j'ai écrit, là je suis au 12e bouquin cette année. Donc je m'occupe pas mal. J'essaie d'une part, ça me garde l'esprit en éveil, et d'autre part, j'essaie de, de partager un peu ce que j'ai appris. Alors par exemple, là, je suis un biologiste et donc à la fois éthologiste, c'est-à-dire science du comportement, et puis écologiste, c'est-à-dire les relations entre l'animal et son milieu. Et puis, je m'intéresse beaucoup à l'évolution. Donc, j'ai fait 2 bouquins sur Darwin, qui, à mon Mhm. avis, est un homme important parce que ça permet de comprendre, dans la mesure avant, on ne savait pas d'où venait l'homme. Donc, on n'avait que la Bible pour expliquer ça. Et puis maintenant, on a vraiment le mécanisme, il n'y a pas besoin d'aller chercher un dieu ou je ne sais pas quoi, pour expliquer comment l'homme est arrivé et comment les espèces sont arrivées, c'est-à-dire la création ou la biodiversité, pour l'appeler avec des termes plus courants maintenant. Eh bien, on sait maintenant comment ça marche. Alors, d'abord, je dirais que j'ai fait 2 bouquins de biologie, Mhm. mais en essayant quand même de rendre originaux, c'est-à-dire pas seulement la biologie de Darwin, la biographie de Darwin, c'est-à-dire Darwin, il y a des centaines de biographies, hein, mais généralement, elle néglige un aspect qui est vachement intéressant, c'est les retombées sociales, c'est-à-dire philosophiques, politiques, religieuses, Mhm. de l'évolution. Parce que quand tu considères que l'homme vient des animaux, ça a plein de conséquences Bien que sûr, dans ouais. les biographies, généralement, ils ne traitent quasiment pas. Mhm. Donc moi, j'ai focalisé dessus. Et en effet, actuellement, il faut dire qu'à l'époque, il y a combien, 160 ans, on n'était pas sur ces problèmes. Alors que maintenant, on était sur les problèmes simplement, l'évolution, comment l'homme et les espèces ont pu apparaître, etc. Bon, c'était déjà un super problème. Mais maintenant, on est beaucoup plus évolué et on sait que ça s'est prouvé, à part aux États-Unis où il y a la moitié de la population qui considère que tout est dans la Bible et qu'il suffit de regarder et qu'en réalité, l'origine de l'homme, c'est expliqué. Mhm. Autrement, tous les gens qui s'occupent de science et de rapports matérialistes et positifs avec des preuves par l'ADN, etc., bon, ils sont tous maintenant d'accord avec Darwin. Alors, ça, c'était ma partie biologique. Et puis après, pendant mes 40 ans, j'ai résumé ça en 2 petits bouquins. J'ai étudié, d'une part, les manchots. Alors, les manchots, ce sont ce que parfois les gens confondent avec les pingouins. En réalité, les pingouins, ça vit dans l'hémisphère nord, et les manchots, ça vit dans l'hémisphère sud. Donc, j'ai fait une étude comparative. C'est la seule étude, d'ailleurs, sur un groupe zoologique aussi complète, à la fois de la communication chez les manchots, Mhm. c'est-à-dire signaux acoustiques et signaux visuels, c'est-à-dire comment ils communiquent, comment ils transfèrent les messages. Et puis j'ai fait un petit truc d'anecdote, un petit livre de poche d'anecdotes pour expliquer toutes mes aventures en coulisses de ma recherche. Mais, Ouais. enfin, et puis je me suis intéressé aussi à l'espèce humaine en tant qu'histoire naturelle de l'espèce humaine. Et là, j'étais comme l'écologie scientifique et l'écologie politique, ça a quand même des liens. Et donc, je me posais le problème de savoir pourquoi détruisons-nous la planète. C'est-à-dire que c'est quand même bizarre hein, qu'on soit la seule espèce qui sabote Mhm. sa vie. Quoi, hein. Donc, actuellement, il y a des problèmes énormes qui se posent avec le changement climatique, le réchauffement climatique et tous ces trucs-là. Bon, comment ça se fait, avec l'intelligence qu'on a, les capacités techniques qu'on a, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à régler ce problème et au contraire que le taux de CO2, c'est-à-dire l'effet de serre, augmente continuellement. Donc j'ai fait un bouquin qui était un peu agressif dans son titre,
mais qui a d'ailleurs eu pas mal de succès. Hein. Entre parenthèses, je vois Ouais, que il marche pas mal. c'est un des livres que enfin, j'aime bien Kamala, j'aime Ouais. bien Le loup, ce mal aimé qui nous ressemble, mais celui-là, Ah ouais. particulièrement. Enfin, c'est devenu un livre culte, c'est-à-dire qu'il Ouais, a, il ouais. a, il a, il a, il a, pas- il a quelques milliers de ventes, hein, donc c'est pas énorme, c'est Puis pas un un peu best-seller. prémonitoire quand même. Hein? Un peu prémonitoire aussi, Voilà, quand voilà, même. surtout que je l'ai dit à l'époque, parce que là, c'est en Oui. plus une réédition, ça. Mm. Je l'ai dit Ouais. bien avant. Donc, enfin, en tout cas, ça permet déjà, à l'époque, quand je l'ai dit, d'ailleurs, les gens, ils croyaient que c'était une blague, le titre. Mm. Qu'en réalité, j'allais dire autre chose. Mais non, ils étaient surpris que je défende cette position qui paraissait bizarre. Ouais. Bon, passons, on ne m'a pas entré dedans. En tout cas, ensuite, je me suis intéressé au lien entre l'homme et les animaux, en particulier depuis la retraite, comme je le disais, je me suis focalisé sur les animaux domestiques. Et donc là, dans celui-là, je fais la comparaison entre le chat, le chien et l'homme, tous trois prédateurs dans un salon, et donc en quoi ils sont différents et en quoi ils sont pareils. J'essaie de faire un peu l'histoire naturelle du chat et du chien, ça a déjà été fait, mais enfin bon, je résume, et puis de l'homme et les comparer, et surtout l'homme en tant que prédateur, alors que généralement on ne voit que l'aspect béni oui, sympa de l'homme. Et puis alors maintenant, depuis ma retraite, là je suis revenu, alors d'abord, dès que j'ai été à la retraite, j'ai écrit ce bouquin là, qui a eu beaucoup de succès. Hein. Là, il se vend il y a combien 11 ans que je l'ai publié la première fois. Il continue à se vendre et à marcher très bien. Il y en a plusieurs milliers par an. Donc là, ça veut dire que ça a plu. Et pourquoi? Parce que c'était une histoire extraordinaire. C'est-à-dire que moi qui étais un spécialiste des animaux sauvages dans la nature, eh bien, je me retrouve avec un animal, un loup à la maison, parce que le directeur du zoo va être obligé de piquer ces animaux parce qu'il n'a plus la place, il ne peut pas les vendre, il a des problèmes. Et donc, moi, il me propose, comme il sait que ma femme est une amoureuse des loups, il me propose un loup. Maintenant, c'est interdit, ou du moins, il faut une autorisation spéciale du ministère de l'Écologie, de l'Office français de la biodiversité. Mais à l'époque, on pouvait avoir un lion dans sa salle de bain. Donc, j'ai eu un loup. Et ça m'a, d'une part, j'ai attendu la retraite pour avoir le temps d'écrire mes souvenirs là-dessus, ce que j'ai fait qui a pas mal marché. Et puis ça m'a tellement mis la puce à l'oreille que j'ai continué à travailler là-dessus. Et je suis allé plus loin, c'est-à-dire que d'une part, j'ai fait un petit guide d'éducation éthologique du chien qui a bien marché. Et puis, je me suis fait un bouquin sur le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble, c'est-à-dire le résumé de tout ce qu'on sait, toutes les connaissances, parce qu'il y a tellement de mythes, de légendes sur le loup. En France, les gens ne savent pas, en particulier les gens qui les gèrent. Bon, il faut dire qu'il y a un problème de mouton, bon, évidemment, c'est pas simple, et donc c'est le méchant sans plus. Mais en réalité, bon, je fais le résumé de toutes les connaissances sur le loup, et puis j'essaie de voir comment la gestion du loup, comment elle peut se faire, et en réalité, ça se fait dans tous les pays voisins avec une tradition pastorale. Je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas en France. Hein. Oui, bien sûr. Mais par contre, en France actuellement, on a perdu, pendant près d'un siècle, on a perdu, il n'y avait plus de loups, puisqu'on on donnait des primes, l'État donnait des primes pour liquider les loups. Et donc, il n'y avait plus de loups, et donc les éleveurs avaient perdu la culture de la défense contre les loups. Maintenant, ils sont en train de la réapprendre, mais ça leur crée du boulot, parce qu'évidemment, il faut clôturer le terrain, il faut mettre un berger, ça coûte, mais enfin, c'est souvent remboursé, il y a beaucoup d'aides de l'État, c'est-à-dire nos impôts. Et puis il faut aussi qu'il y ait des grands chiens, et là on revient encore aux chiens, c'est-à-dire il faut des chiens de protection qui existaient à l'époque, mais qui avaient plus ou moins disparu. C'est-à-dire il y avait encore le Patou, là, le gros chien blanc, là, Belle et Sébastien, là. Mais en fin de compte, comme ils ne servaient plus pour les loups, on l'avait sélectionné sur le pelage. Et donc, ils avaient perdu un peu les capacités de défense contre le loup. Donc, actuellement, là, on est en train de refaire des souches de patous spécialisés dans la défense contre le loup. Donc, ça, c'est encore un autre monde. Oui. Passons. Et puis, alors là, je n'ai pas le bouquin parce qu'il va sortir dans le mois prochain, le premier du mois prochain. C'est un bouquin, mais j'en parlerai dans une vidéo à part. Voilà. D'accord. Merci, Pierre.